Face à la baie d'Oman, 2 pétroliers brûlent dans la nuit. Les équipages hurlent dans des radios muettes, la fumée noire monte à des centaines de mètres. Et personne, à Washington comme à Téhéran, ne sait encore si ce n'est qu'un début. Et si le prochain navire visé portait un pavillon américain, qu'est-ce que cela changerait vraiment pour le monde entier? Il est un peu plus de 3 heures du matin, heure locale, au large des côtes omanaises, dans les eaux qui bordent le détroit d'Ormuz. 2 pétroliers civils, l'un affrété par une compagnie grecque, l'autre par un armateur japonais, naviguent à environ 25 000 nautiques des côtes lorsque tout bascule. Des vedettes rapides appartenant au corps des gardiens de la révolution islamique, les fameux CGRI, surgissent de l'obscurité. Selon les premiers rapports militaires, ce sont des mines à aimants fixées directement sur la coque, combinées à des tirs de roquettes de type Fajr, qui provoquent les premières explosions. D'autres sources évoquent l'utilisation de drones armés Shahed 136. Ces engins à hélice capables de parcourir plus de 2 millièmes kilomètres avant de frapper leur cible avec une charge explosive de 40 kg. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Les 2 coques s'embrasent en quelques minutes. À bord, c'est la panique. Les équipages, au total 42 marins de plusieurs nationalités, tentent de rejoindre les canaux de sauvetage pendant que les communications radio sont brouillées. 3 marins philippins et 2 marins grecs perdent la vie dans l'incendie du premier pétrolier. Le second navire, plus chanceux, parvient à évacuer la totalité de ses 23 hommes d'équipage avant que les flammes n'atteignent les citernes principales. Les gardes-côtes omanais, alertés par les signaux de détresse, envoient immédiatement 3 vedettes de sauvetage depuis le port de Salalah. Les pêcheurs locaux, qui travaillent ces eaux depuis des générations, racontent avoir vu l'horizon s'illuminer comme en plein jour. Pour beaucoup de familles de la région, cette nuit-là ressemble à un cauchemar déjà vécu, celui de 2019e, quand des attaques similaires avaient visé des tankers dans ces mêmes eaux. Combien de fois faudra-t-il revivre cette peur avant que quelque chose ne change réellement? À Washington, la nouvelle tombe en pleine nuit. Le président des États-Unis convoque une réunion d'urgence au Pentagone dès l'aube. Dans la matinée, il qualifie publiquement l'attaque d'acte de guerre contre la liberté de navigation internationale. Le message est clair, sans ambiguïté. Les États-Unis ne toléreront plus aucune atteinte aux voies maritimes stratégiques du Golfe. En quelques heures, l'ordre est donné de renforcer massivement la présence militaire américaine dans la région. Le groupe aéronaval mené par le porte-avions USS Gerald R. Ford, accompagné de 5 destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, met le cap sur le détroit d'Ormuz. Chacun de ces destroyers embarque le système de combat Aegis et jusqu'à 90 missiles en cellule verticale, capables d'intercepter aussi bien des missiles balistiques que des essaims de drones. Dans le ciel, les chasseurs F/A-18 Super Hornet décollent du pont du porte-avions toutes les quelques minutes pour établir un périmètre de patrouille. Des F-35C, plus discrets, rejoignent la formation, chargés de missiles RR, AIM, 120, AMR, AAM, d'une portée de 160 km. Sous la surface, un sous-marin d'attaque de classe Virginia patrouille silencieusement, prêt à surveiller tout mouvement suspect des vedettes iraniennes. Les radars des destroyers balayent sans relâche l'espace aérien et maritime. Et à 2 reprises dans les 48 heures suivantes, la défense anti-aérienne américaine intercepte des drones de reconnaissance iraniens s'approchant trop près de la flotte. Un 3e drone, cette fois armé, est abattu par un missile SM-2 tiré depuis l'USS Halsey, l'un des destroyers de l'escorte. Vous imaginez-vous, vous, capitaine d'un pétrolier commercial, devoir décider aujourd'hui de traverser ce détroit large de seulement 33 km, à son point le plus étroit, sachant qu'un 5e du pétrole mondial y transite chaque jour. Beaucoup d'armateurs, cette semaine-là, choisissent de dérouter leurs navires, quitte à perdre des millions de dollars en carburant supplémentaire. À Téhéran, la réponse ne se fait pas attendre. Le ministère iranien des Affaires étrangères dément toute implication directe dans l'attaque des 2 pétroliers,
tout en affirmant que la présence militaire américaine dans le Golfe constitue elle-même une provocation permanente. Un porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique déclare, dans un discours retransmis à la télévision nationale, que toute agression contre le territoire iranien recevra une réponse écrasante et immédiate. Le lendemain, pour marquer les esprits, l'Iran procède au lancement de plusieurs missiles balistiques de courte portée de type Fateh 110 dans des eaux internationales situées à seulement 15 km des couloirs de navigation habituels. Officiellement, il s'agit d'un exercice militaire planifié de longue date. Officieusement, personne à Washington n'y croit. Face à cette démonstration de force, la Maison-Blanche autorise une frappe chirurgicale contre 3 installations radars appartenant aux gardiens de la Révolution, situées près de la ville portuaire de Bandar Abbas. Des missiles de croisière Tomahawk, tirés depuis les destroyers de la flotte américaine, parcourent plus de 1500e kilomètres avant de frapper leur cible avec une précision quasi chirurgicale, à moins de 3 mètres de l'objectif visé. L'attaque détruit 2 stations radars et endommage sévèrement une batterie de missiles sol-air Bavar 373, l'équivalent iranien du système russe S-300. 7 membres des gardiens de la Révolution trouvent la mort dans cette frappe, selon les autorités iraniennes elles-mêmes. Qui a réellement déclenché cette spirale de violence? L'Iran, avec son attaque initiale contre des navires civils, ou les États-Unis, avec des décennies de présence militaire massive dans une région qui n'est pas la leur? La question divise, et elle mérite sans doute d'être posée sans réponse toute faite. En représailles à la frappe américaine, l'armée iranienne fait décoller une escadrille de F-14 Tomcat, ces chasseurs d'origine américaine achetés par le Shah dans les années 1970e, avant la révolution islamique, et depuis maintenus en état de vol grâce à des pièces détachées bricolées et à l'ingéniosité des mécaniciens iraniens. Aux côtés de ces vieux appareils volent des Mirage F-1 et quelques MiG-29 modernisés localement. Un incident aérien survient alors à environ 80 km au nord du détroit d'Ormuz. Un F-14 iranien active son radar de conduite de tir sur un FA-18 américain en patrouille. Le pilote américain riposte immédiatement en larguant des leurres thermiques et en manœuvrant à plus de 7 G pour se dégager. Aucun tir n'est finalement échangé, mais l'incident, révélé quelques heures plus tard par le Pentagone, fait l'effet d'une bombe médiatique. Dans la foulée, un échange de tirs entre drones a lieu au-dessus des eaux internationales. Un drone MQ-9 Reaper américain, valant à lui seul plus de 30 millions de dollars, est abattu par un missile sol-air iranien tiré depuis la côte. Washington promet une réponse proportionnée. Téhéran promet la même chose. Personne ne semble vouloir reculer le premier. Pendant ce temps, au Pentagone, les tables de la salle de crise sont couvertes de cartes satellites actualisées en temps réel. Des généraux à 4 étoiles débattent de l'opportunité d'un déploiement terrestre supplémentaire dans les bases américaines du Qatar et de Bahreïn. À Téhéran, le guide suprême convoque le Conseil suprême de sécurité nationale pour une session à huis clos qui dure plus de 6 heures. Des images satellites montrent, dans les jours qui suivent, un renforcement notable des positions de chars iraniens le long de certaines zones frontalières proches du Golfe, notamment des unités équipées de chars T-72S de fabrication russe, ainsi que des lance-roquettes multiples déployés sur la côte à portée directe des couloirs maritimes. Les conséquences humaines et économiques, elles, se font sentir bien au-delà des zones de combat. Sur les marchés mondiaux, le prix du baril de pétrole Brent bondit de 14% en 48 heures, dépassant les 95 $, un niveau plus vu depuis des années. Les compagnies d'assurance maritime, elles, multiplient par 3 le coût des primes pour tout navire souhaitant emprunter le détroit d'Ormuz. Cela vous rappelle-t-il, à vous aussi, ces images de stations-service au prix qui s'affolent, ces conversations en famille sur le budget du mois qui devient soudain plus serré à cause d'une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous? À Mascate, la capitale omanaise,
le gouvernement se retrouve dans une position particulièrement délicate. L'Oman, qui a toujours cultivé une posture de neutralité et de médiation dans la région, voit ses eaux territoriales transformées en champ de bataille malgré lui. Le sultan omanais convoque en urgence les ambassadeurs américains et iraniens pour exiger des explications et appeler au calme. Dans les ports de Sohar et de Salalah, les familles des marins portés disparus attendent des nouvelles, massées devant les bureaux des compagnies maritimes. Certaines épouses de marins philippins, interrogées par des journalistes locaux, racontent avoir attendu toute la nuit près du téléphone, incapables de dormir, se demandant si leur mari reviendrait un jour. Ces images-là, plus que n'importe quel discours politique, rappellent que derrière chaque tension géopolitique, il y a toujours des vies ordinaires suspendues à un fil. L'Arabie saoudite, de son côté, exprime sa vive préoccupation face à l'escalade et renforce elle-même sa défense aérienne le long de ses côtes orientales, craignant d'être la prochaine cible d'une attaque de drones, comme cela avait déjà été le cas en 2019 contre ses installations pétrolières d'Abqaiq. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en session extraordinaire à New York. Le secrétaire général de l'ONU appelle les deux parties à la retenue maximale et met en garde contre le risque d'un conflit régional incontrôlable qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. La Russie et la Chine, prudentes, appellent également à la désescalade, tout en évitant soigneusement de condamner directement l'Iran, un allié stratégique important pour Pékin en matière d'approvisionnement pétrolier. Face à cette situation, une question mérite d'être posée sans détour. Les États-Unis, déjà engagés sur plusieurs fronts diplomatiques et militaires à travers le monde, sont-ils réellement prêts à assumer un conflit ouvert supplémentaire dans le Golfe, avec tout ce que cela implique en termes de coûts humains et financiers? Et de l'autre côté, l'Iran, dont l'économie souffre déjà de sanctions sévères depuis des années, peut-il vraiment se permettre une guerre totale contre la première puissance militaire du monde? Dans les jours qui suivent l'échange de frappes, une forme de statu quo tendu semble s'installer. Les navires de guerre américains maintiennent une présence renforcée dans le détroit, tandis que les vedettes iraniennes continuent leurs patrouilles à distance, dans une sorte de ballet maritime où chaque camp observe l'autre sans franchir, pour l'instant, le point de non-retour. Des négociations discrètes, menées en coulisses par des intermédiaires omanais et qataris, tentent de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère en conflit ouvert. Mais sur le terrain, les bases militaires américaines de la région, notamment celle d'Al-Udeid au Qatar, sont placées en état d'alerte maximale, tout comme les positions iraniennes le long du littoral. Les familles des marins disparus, elles, continuent leur deuil dans l'anonymat des grandes tragédies géopolitiques, pendant que des experts en énergie, sur tous les plateaux de télévision du monde, débattent des conséquences à long terme sur les prix du carburant et sur l'approvisionnement énergétique mondial. Pour beaucoup de foyers européens et français, cette crise lointaine se traduit très concrètement par une facture d'essence qui grimpe et une inquiétude sourde quant à l'avenir. Est-ce que cela ne vous rappelle pas d'une certaine façon ces périodes où l'on sentait que le monde basculait sans jamais savoir vraiment de quel côté? Ce soir, alors que les hélicoptères continuent de survoler le détroit d'Ormuz et que les radars des deux camps scrutent inlassablement le ciel et la mer, une question demeure suspendue au-dessus de cette région du monde comme un nuage noir. La prochaine étincelle viendra-t-elle d'un nouveau tanker attaqué, d'un avion abattu par erreur, ou d'une décision politique prise dans la précipitation d'une nuit de crise? Personne, ni à Washington, ni à Téhéran, ni même à Mascate ou à Riyad, ne semble aujourd'hui capable de garantir que la situation n'échappera pas à tout contrôle dans les prochaines semaines. Et vous, en observant cette escalade depuis chez vous, quel scénario redoutez-vous le plus pour la suite de cette crise dans le Golfe?